Bonjour, je suis ravi de vous annoncer la sortie de mon nouveau livre, Les Dessous du Web, qui paraît en français et en anglais, sous le titre The Inside Story of the Web. Alors pourquoi est-il en deux langues? Très simplement parce que c'est un livre voyageur. Un livre qui bénéficie d'une opération de lancement mondiale, planétaire, sympathique et inédite. En effet, nous avons demandé à des correspondants, des amis, des collègues, des relations, de déposer un certain nombre d'exemplaires du livre dans les villes, dans les capitales du monde où ils habitent, afin que des passants trouvent le livre dans des business centers, dans des centres d'affaires, dans des aéroports, sur des bancs publics, qu'ils le ramassent, qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un livre qui n'a pas été laissé là par hasard, mais qu'au contraire, c'est un livre qui est fait pour être ramassé, pour être lu, pour ensuite que les lecteurs le déposent à leur tour dans les endroits de ces capitales mondiales. Pour suivre le voyage du livre Les Dessous du Web, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site qui lui est consacré, www.lesdessoudsduweb.fr, où sera raconté son voyage à travers les capitales au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois. Par ailleurs, le site de l'actualité française du web, French Web, suivra et chroniquera les aventures du livre Les Dessous du Web tout au long de ses voyages à l'intérieur des différentes capitales du monde. Parlons à présent du livre et de son contenu. Internet a pendant très longtemps été essentiellement un réseau technique. Petit à petit, il est devenu un média. Ensuite, il s'est organisé en une industrie pour finalement devenir une communauté. Une communauté de professionnels qui parlent d'Internet, qui le font vivre au quotidien, communauté à laquelle se greffent de plus en plus des particuliers, des consommateurs, des citoyens. Il était donc important d'interpeller cette communauté, de lui poser un certain nombre de questions sur ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense d'Internet. Et c'est donc un livre qui pose des questions, qui apporte des premiers éléments de réponse, qui ouvre des pistes de réflexion sur Internet lui-même et tout ce qui l'impacte. C'est donc un livre qui va parler de certains métiers, le marketing, le management, la conception des produits, mais qui va également parler du travail, des organisations, de la culture des entreprises, de la façon dont nous communiquons désormais les uns avec les autres, de la façon dont nous nous connectons au savoir, de la façon dont nous interagissons de plus en plus avec notre écosystème. L'un des chapitres du livre s'intitule « Arsène Lupin, gentleman manager ». Pourquoi? On connaît tous évidemment Arsène Lupin, le sympathique gentleman cambrioleur. Ce qu'on oublie, et il suffit de lire un peu mieux les livres de Maurice Leblanc, c'est qu'il était également un vrai manager. Il est entouré de toute une équipe qu'il coordonnait. Il était extrêmement furtif, il narguait les lois, il était un petit peu comme nos startups d'aujourd'hui. Ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette analogie, c'est que pour faire du business aujourd'hui, quand on est une startup, il faut parfois narguer un petit peu les lois, sortir des sentiers battus, se permettre des choses qui ne sont pas forcément légalement correctes. Un exemple, toute l'industrie de la musique qui ne s'est pas posé la question de savoir si le téléchargement était légal ou non avant de proposer des nouveaux services de téléchargement de musique en ligne. Un autre passage du livre s'intitule « Molière est mort sur scène ». On connaît tous Molière, on sait qu'il est mort sur scène en disant que le spectacle continue. Ce qu'on sait moins, c'est que Molière, à son époque, a été confronté au même problème que toute l'industrie du disque, l'industrie du cinéma et l'industrie de la musique aujourd'hui. Quand nous étions à l'école, au collège, on a tous eu entre les mains des petits livres qui nous donnaient les textes à apprendre par cœur des pièces de Molière. Ça nous semble une évidence et une banalité. À l'époque de Molière, ce type d'ouvrage n'existait pas. Et le maître Molière lui-même s'est battu toute sa vie pour que le théâtre soit vivant et pour que ne soient jamais publiées par écrit ses pièces. Cependant, on est au XVIIe siècle et Molière est une immense star. On se targue de connaître par cœur ses pièces. Les gens riches, les gens de la cour notamment, vont voir ses pièces 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à les connaître par cœur, pour ensuite les réciter dans les salons, pour frimer devant les amis, et certains les retranscrivent par écrit, soit pour les revendre d'une façon un petit peu illicite et gagner de l'argent d'une façon pas très catholique, soit simplement pour mieux faire connaître le maître. Pourquoi on parle de ça? Parce que Molière, après le XVIIe siècle, a été complètement perdu de vue. Le XVIIIe siècle est arrivé, c'est devenu le siècle du roman, le XIXe siècle encore plus, et si on n'avait pas eu des plagiats, si on n'avait pas eu ces œuvres illicites de Molière mises par écrit, le maître serait complètement passé aux oubliettes. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui sur le web, avec tout ce phénomène de plagiat, de copie, d'illégalité des droits d'auteur que nous ne cautionnons pas forcément, on est peut-être dans une situation où grâce à
tous ces aspects illicites, on va pouvoir préserver une partie du patrimoine artistique et du patrimoine culturel en général. Un autre chapitre du livre s'appelle « Web Tragédie ». Pourquoi? Parce qu'il faut penser simplement à la tragédie dite des biens communs. C'est très simple, pensez à l'écologie et l'émission des gaz à effet de serre. Il suffit qu'un seul pays ne respecte pas les quotas de gaz à émission de serre pour que forcément tous les autres pays qui se sont engagés à les respecter en fassent les frais. Par conséquent, mécaniquement, chaque pays se dit il y aura forcément un pays qui ne va pas jouer le jeu, donc moi je ne joue pas le jeu, et par conséquent, personne ne joue le jeu et continue à détruire la planète. Internet, c'est la même chose. On a l'impression qu'on a un média qui est complètement illimité parce qu'il grandit. C'est pas vrai. On a une saturation de la bande passante et on a une saturation aussi de la disponibilité simplement de chaque lecteur. Tout le monde s'acharne à essayer de faire l'intéressant sur Internet, à tweeter, à avoir une page Facebook, à avoir un blog, à essayer d'attirer l'attention à soi. Mais cette attention globale des consommateurs, elle n'est pas du tout infinie, loin de là. Nous sommes tous, sans nous en rendre compte, en train de saturer ce média. Nous sommes dans la tragédie des biens communs, ce que j'appelle la web tragédie. Par conséquent, il y a peut-être une prise de conscience à avoir, peut-être qu'il faut qu'on réalise, qu'il faut qu'on canalise mieux notre énergie, notre envie de nous exprimer sur Internet pour simplement préserver ce média qui est un bien commun. Un autre passage du livre s'intitule « Picasso contre Michel-Ange ». Il s'agit évidemment d'un clin d'œil stratégique. Si on repense à l'histoire de l'art et qu'on se réfère à ces grands spécialistes comme Élie Faure, ils nous disent que Picasso et Michel-Ange occupent le même rang dans l'ordre des génies dans l'histoire de l'art. Pourtant, leurs pratiques artistiques n'ont rien de comparable. D'un côté, avec Michel-Ange, on est un petit peu comme avec un Unilever ou un L'Oréal aujourd'hui. On a énormément de moyens de travailler. Michel-Ange a le soutien d'un des hommes les plus puissants de son époque, Laurent de Médicis. Il a des ateliers, il a également tout un tas d'apprentis pour l'aider. Il est donc dans les meilleures conditions pour produire de belles œuvres. D'un autre côté, Picasso est pauvre, Picasso n'est pas connu, il a peu de soutien et il parvient quand même à réaliser des œuvres qui lui permettront d'écrire son nom dans l'histoire de l'art avec très peu de moyens. Un exemple connu, La tête de taureau, où finalement Picasso prend une vieille selle en cuir et un vieux guidon rouillé d'un vélo trouvé dans un garage, il les assemble et il parvient à produire une œuvre extrêmement esthétique, extrêmement forte, qui le fera connaître. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec Internet, le ticket d'entrée est moins cher, certaines startups, et 37 Signals par exemple l'a très bien démontré, peut, avec très peu de moyens, arriver à concurrencer des géants, simplement en étant moins ambitieux, plus créatifs, plus astucieux. Pour acheter le livre Les Dessous du Web, rien de plus simple, il suffit d'aller dans toutes les bonnes librairies, dans les librairies en ligne, évidemment, vous les connaissez, inutile de les citer, mais soyez malins, allez sur le site de l'éditeur, les éditions Kawa. Là, en utilisant le code promo Bertrand, mon prénom, en majuscule, vous bénéficierez de 10% de réduction sur l'acquisition du livre. Bonne lecture!